Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va évoquer un sujet plutôt très intéressant sur l'intelligence artificielle. Est-ce la fin de la création artistique ? Les artistes se sont emparés de l'intelligence artificielle pour créer des vidéos, des images innovantes qui circulent, vous les avez peut-être vues sur les réseaux sociaux, sans préciser qu'elles ne sont authentiques, elles sont authentiques ou qu'elles ne sont pas. Ces outils donc sont capables de générer des textes, des images et des sons de façon totalement artificielle. Frédéric. Exemple, je suis fan de Michel Jonas. Je demande à un serveur de m'offrir une chanson que mon idole aurait pu écrire et je deviens une vedette. Je suis fan de Benoît Poelvoorde et de Louis de Funès. L'intelligence artificielle me permet de regarder le film de mon choix avec mes deux acteurs préférés. Je suis piètre créateur, mais pourtant, je peux vous faire croire le contraire, cher Vraie Voix. D'où notre question du jour. Absolument, la question du jour que l'on vous pose, est-ce que c'est la fin de la création artistique ? Est-ce que vous pouvez répondre sur notre compte Twitter 0826 300 300 et au téléphone, je viens de l'annoncer, avec pour l'instant vous dites non, vous dites que ça n'est pas la fin de la création artistique. Pour en parler, on en parlait justement, Raphaël Dohan qui est avec nous, écrivain, historien et auteur de ce livre assez étonnant, Si Rome n'avait pas chuté. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir Merci Raphaël. beaucoup. Bonsoir. Sur cette intelligence artificielle, Philippe Bilger, on a vu ces photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux de pompiers, voilà, on a même vu le pape se faire arrêter. Enfin voilà, et à un moment donné, on ne sait plus effectivement l'authenticité de l'image, et ce qui crée quand même un petit problème. C'est tout de même, et pardon d'énoncer des platitudes, l'intelligence artificielle, je me suis amusé à en utiliser quelques aspects lors du week-end dernier. J'ai demandé par exemple qu'on me compose un poème à la mode de Gérard de Nerval sur le thème de la mélancolie, et j'ai donné un texte en demandant qu'on le réécrive à la manière de Marcel Proust. Là, ça n'a pas marché, mais Gérard de Nerval, c'était fabuleux. Mais j'aurais tendance, Cécile et Frédéric, pour répondre vite à votre question, moi, à tort ou à raison, comme tout profane qui n'y connaît rien précisément, j'ai tendance peut-être à sous-estimer les effets négatifs de l'intelligence artificielle. Je n'y vois que des aspects positifs à partir du moment, évidemment, où elle va être régulée, contrôlée, et où on saura, en effet, comme vous l'avez très bien dit dans votre question, ce qui relève de l'authentique et ce qui relève du fabriqué. Oui, Tom Conan. Ouais, c'est un sujet qui est passionnant. Récemment, d'ailleurs, il y a Sam Altman qui est l'un des fondateurs de OpenAI, donc qui est la plateforme qui est à l'origine de ChatGPT, donc la première plateforme qui est sortie, et il a été justement interrogé par le Congrès américain parce qu'effectivement, il y a beaucoup de doutes autour de la sécurité des données et de ce que ça pourrait enfanter dans le futur. Moi, après, personnellement, j'utilise les outils d'IA désormais quasiment au quotidien. J'ai des conversations avec ChatGPT sur des sujets assez précis, mais des choses assez techniques en fait, qui permettent. Vous sollicitez la machine pour avoir exactement. des réponses. Voilà, voilà, dans tel cas, s'il y a tel problème et telle contrainte, est-ce qu'on pourrait voir telle et telle hypothèse ? Et honnêtement, c'est impressionnant de rapidité et de précision. Si vous pouvez vraiment itérer et vraiment raffiner à chaque fois et fabriquer une sorte de robot qui est vraiment le consultant parfait, le conseiller parfait, qui serait votre ami, qui serait quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait remplacer demain d'ailleurs des avocats, des consultants et énormément de personnes dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'après, dans le domaine artistique, moi j'ai regardé aussi, il y a un outil qui est aussi fait par OpenAI qui s'appelle DAL. Il y en a d'autres aussi qui existent où là effectivement vous pouvez générer des images. Alors moi j'ai jamais généré d'images ex nihilo à partir de rien, et par contre j'ai fait des montages en effet. Donc vous mettez une photo de vous et ensuite vous dites voilà, rajoutez un chat, rajoutez de l'or sur le corps, etc. Alors parfois ça marche pas très bien, mais c'est de plus en plus précis. On se rend compte qu'effectivement tout ça va être de plus en plus raffiné, et à Hollywood aussi il y a déjà effectivement des films qui sont en train d'être préparés grâce à ça. Mais de toute façon aujourd'hui je crois qu'il y a près de 30% des startups financées dans la Silicon Valley qui sont dans ce domaine-là. Donc ça va arriver, et c'est pas avec nos petits bras qu'on va arrêter quoi que ce soit. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien policier que vous êtes, c'est compliqué, ça fait peur quand même. Oui, moi je suis inquiet face à ça, d'une manière générale. Alors, Tom a cité quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire quand on cède de l'outil
pour compléter son travail personnel, oui, bien sûr que c'est une bonne chose. Bien évidemment, ça va aller plus vite, etc. La problématique, c'est que si cet outil nous dépasse dans l'intelligence artificielle, ça peut peut-être nous dépasser. Et je suis encore plus inquiet. Tout à l'heure, vous avez parlé de régulation, cher Philippe, et la régulation. J'y entendais un peu, puisque la régulation, c'est le Parlement qui l'a fait, c'est les lois. On régule rien du tout, ça, je vous le garantis, pour l'instant. Et puis, quand on veut réguler, d'une manière générale, on refuse les choses sous prétexte de problèmes aux libertés individuelles, etc. Regardez ce qui se passe avec la reconnaissance faciale, etc. Ça, on l'a refusé complètement. D'autres choses, on n'arrive pas à les réguler. Je vois mal comment on va évoluer de l'un à l'autre. Et puis, de toute façon, on est dans une économie mondiale, on est dans une évolution mondiale, même si nous régulons à notre niveau, même si l'Europe, qui a mis du temps à réguler les données personnelles, régule, on sera face à d'autres. Nous allons voir notre invité. On revient avec vous, les vraies voix. Mais Raphaël Dohan est avec nous. Donc, vous l'avez dit, Cécile, auteur du livre Si Rome n'avait pas chuté. Raphaël Dohan, d'une certaine manière, vous avez montré l'exemple. C'est-à-dire que vous créez, vous écrivez un livre avec l'aide d'eux pour bien montrer qu'il faut s'en servir et non pas le subir. Oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec les autres intervenants sur le fait que c'est un outil d'abord. Il ne faut pas oublier que c'est un outil et que donc on peut s'en servir, on doit même s'en servir si on veut essayer de faire des choses nouvelles avec, essayer d'être plus productif ou plus créatif. Et en l'occurrence, le projet que j'avais, c'était de faire un livre en fait qui n'aurait pas pu être fait sans l'intelligence artificielle, à la fois pour le texte, parce l'intelligence artificielle a donné des idées que je n'aurais pas eu autrement. Donc là, il s'agissait d'imaginer ce que le monde serait devenu si Rome avait connu la révolution industrielle dès l'Antiquité. Et aussi pour les images, puisque ça permet de voir des visions un peu de ce monde parallèle, alternatif, d'une manière quasiment photoréaliste, qu'on ne pourrait pas avoir dans un livre si jamais je l'avais fait par les moyens traditionnels. C'est très clair que ce livre, en fait, n'aurait pas pu exister autrement. Et je trouve que la créativité qu'on doit chercher avec l'intelligence artificielle, c'est précisément de nous augmenter, en fait, d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire avant, et peut-être d'inventer de nouvelles formes ensuite artistiques, créatives, culturelles. Un peu comme d'ailleurs dans l'histoire, les innovations technologiques ont toujours aussi contribué à faire inventer de nouveaux styles, de nouveaux genres artistiques, de nouvelles créations. Mais Raphaël Dohan, moi j'ai juste une question simple. Où sera la vérité en fait ? Où est la vérité ? Alors, bonne question. Moi, je ne suis pas très inquiet sur notre rapport à la vérité du fait des IA génératives, parce qu'aujourd'hui, en fait, une photo, on peut très bien la retoucher. Et ça fait depuis l'invention de la photographie, en fait, qu'on sait retoucher des photos. Donc, on a déjà des fausses images qui circulent sur Internet. Simplement, la plupart des gens ont tendance à croire que les photos qu'ils voient sont vraies, parce qu'il y a plutôt peu de fausses photos par rapport aux vraies photos. Mais avec les IA génératives qu'on voit arriver aujourd'hui, demain, il y aura peut-être sur Internet 90% d'images qui seront faites par intelligence artificielle et qui seront donc fausses. Et les gens le sauront, en fait. Tout le monde saura que ce qu'on voit un peu partout sur Internet et dans le monde numérique, ça aura été généré, synthétisé par une IA. Et donc, en fait, je pense que c'est le contraire. Les gens vont plutôt s'habituer au fait que tout contenu qu'on voit sur Internet, c'est probablement plutôt un ordinateur qui l'a synthétisé qu'un humain qui l'a rédigé. Une vraie Raphaël Dohan, il fallait s'y attendre. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions pour vous. Allez, on commence. Philippe Bilger. Raphaël Dohan, est-ce que vous ne craignez pas une double conséquence négative ? D'abord, le fait qu'évidemment l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art va multiplier une série d'initiatives, j'allais dire sans mépris aucun du commun des citoyens, qui prétendront emplir la vérité artistique avec des œuvres qui ne le seront pas, parfaitement artificielles. Et deuxième élément, est-ce que ça ne risque pas, pour le véritable art, de faire disparaître ce que j'appellerais l'étincelle initiale, l'inspiration sublime de la part de l'auteur qui travaille avec ses propres moyens? Alors, je ne pense pas, parce que, au fond, ce qui va toujours compter en dernier ressort, c'est le goût que nous avons pour les œuvres d'art. C'est notre propre sélection, celui du public et celui de l'artiste, qui fait l'œuvre d'art. Au fond, aujourd'hui, l'IA permet d'être peut-être plus rapide, en tout cas plus productif dans la création, mais à la fin, ce que l'IA génère, c'est nous qui décidons d'y voir une valeur artistique ou pas. Et donc, finalement, tout le monde va se retrouver un peu comme un réalisateur de cinéma. C'est très philosophique. Cinéma,
il ne fait pas un réalisateur de cinéma ne fait rien lui-même finalement. Il y en a qui ne touchent même pas à la caméra. Mais il fait travailler des équipes, on lui propose des choses, il fait des choix, il choisit tel ou tel plan, il choisit tel ou tel costume, il choisit telle ou telle ligne de dialogue. À la fin, il assemble tout. C'est lui qui a une vision et qui transmet cette vision. Et à la fin, on dit bien que c'est son œuvre et on n'a pas de problème à reconnaître la valeur artistique d'un film. Je pense que ce sera pareil pour tous les autres types de créations, où avant ça pouvait être quelque chose de solitaire, maintenant ce sera toujours solitaire, mais avec l'accompagnement d'intelligence artificielle. On fera travailler un peu comme un studio finalement sous nos ordres. Tom Conan. Regardez par exemple les séries Star Wars, notamment les films les plus récents qui ont été faits il y a une quinzaine d'années. Dans la deuxième séquence, la plupart des scènes, la quasi-totalité des scènes ont été faites sur fond vert. Et derrière, vous imaginez bien que le fond vert, c'est derrière reconstitué pour par pouvoir incruster des ordinateurs justement qui construisent des scènes extrêmement réalistes, qui donnent l'impression que quand on regarde Star Wars, on y est vraiment. Alors qu'évidemment, en réfléchissant, on sait très bien que c'est un monde qui n'existe pas. Donc en réalité, c'est pas totalement nouveau, c'est une extension de ce qui existe déjà. Ensuite, pour rejoindre aussi ce qu'a dit monsieur, je dirais que l'argent, c'est le premier outil déjà d'intelligence artificielle, dans le sens où si vous donnez $1 milliard à quelqu'un, il peut vous sortir effectivement un film incroyable parce qu'il va payer une armée de personnes pour pouvoir construire des décors avec l'outil informatique ou avec les outils physiques, ce que vous voulez. Donc en fait, il y a le geste de l'artiste en tant que tel. Pourtant, moi, je suis très attaché à l'auteur, à l'artiste qui travaille quasiment en chambre et tout seul et qui maîtrise tout de A à Z. Mais pour autant, je suis pas dupe et je sais très bien que un film qui a un budget de 20, 30, 40, 50 millions ou beaucoup plus, ce sont pas des films qui sont authentiques. L'artistique sur la distinction de la qualité. Avatar, par exemple, c'est un film qui suppose et qui requiert des sommes d'argent absolument monstrueuses pour pouvoir être fait. Voilà, c'est tout. Donc, je ne pourrais pas faire ça demain, moi. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux images, en disant finalement on aura le discernement de savoir si cette image est vraie ou elle a été fabriquée. Moi, je vois plutôt de la manipulation de masse en fait, parce que les images aujourd'hui qui sont diffusées, tout le monde se les repartage, et puis à un moment donné, les gens vous disent regardez, il y a 6 doigts, donc c'est de la manipulation. Mais il y a plein de gens qui ne l'avaient pas vu en fait, il y a plein de gens qui y ont cru. Donc manipulation de mais à un moment, manipulation, du principe que les images sont fausses. Mais comment on peut partir du principe que les images sont fausses, parce qu'il y en aura trop, il y en aura partout en fait. Donc à la limite, le problème c'est plutôt les vraies images, vous ne saurez pas les reconnaître. Vous ne pourrez pas savoir qu'une vraie image est une preuve de la réalité en fait. Jean-Michel dans l'autre sens, mais c'est bien ça le problème, Jean-Michel. Moi, je voudrais revenir au basique. Je m'excuse, c'est ma formation de 40 ans de policier. Donc, je voudrais revenir au basique des choses. Par exemple, dans la cuisine, un certain nombre de mets succulents qui ont été fabriqués viennent du fait qu'au départ, ils ont été ratés. Et donc, on est d'accord avec ça. Et on a aussi dans des peintures, dans des écrits, on a aussi la patte de l'artiste qui s'est ratée. Et ça, ça me semble assez exceptionnel. L'intelligence artificielle ne pourra pas le faire, ça. Et donc, on va perdre une partie des choses qui, moi, me semble vitale. Après, je pense qu'on va plutôt repousser plus loin en fait les limites de la créativité, effectivement. Et on va exiger plus. Après, il y a un point que c'est l'argent, c'est ce que vous disiez. Mais pour sortir, et on va aller au standard très rapide. Pour sortir une seconde de ça, je voudrais quand même dire, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des attentes de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, notamment pour le traitement des cancers. Sam Altman en a beaucoup parlé devant le Congrès américain. C'est quand même un thème très intéressant pour le coup. Non, mais c'est très intéressant. Juste le fait de dire. Je sais bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui. Tout ça est rendu possible par la même technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste qui se sert de l'intelligence artificielle pour créer, est-ce que ça reste un artiste? Voilà, ça sera un média aux gens d'en décider. Voilà, Raphaël Dahan, sur cet exemple qu'on a donné, c'est-à-dire qu'on demande à nous fournir une œuvre qui semblerait être celle de quelqu'un qu'on aime. Je prenais l'exemple de Renaud tout à l'heure. On n'a plus besoin de Renaud, c'est ça, pour faire des musiques comme Renaud? On a quand même besoin d'un Renaud à l'origine pour inventer le style de Renaud. Et ça sera pareil pour toutes les futures créations, y compris celles qui se baseront d'abord sur l'IA, mais qui vont peut-être mélanger des inspirations différentes. Mais ça, on l'a toujours fait. Il y a plein de très grandes œuvres. Je pense à l'Énéide, par exemple, le grand poème romain de Virgile. On a toujours dit dans l'histoire de la littérature que c'est un mélange entre l'Iliade et l'Odyssée d'Homère.
Et donc finalement, l'IA aussi fonctionne en mélangeant des inspirations différentes. Et donc on va créer comme ça des nouveaux styles, des nouveaux genres plus tard. Et effectivement, il fallait un Renaud pour faire Renaud. Ensuite, peut-être que d'autres vont faire des chansons dans son style, mais n'empêche qu'il fallait un créateur à l'origine. Et ça restera. Ouais. Finalement, le risque, pour moi, le principal risque de ce point de vue-là, c'est plutôt que chacun va finir par avoir des créations, va consommer des produits culturels qui sont personnalisé pour lui, mais à un point qui fait qu'il n'y aura plus aucun référent commun avec les autres. Ça, c'est horrible. Aujourd'hui, on peut parler de nos séries préférées, on parle des films qu'on a vus, etc. Mais ça se trouve, demain, on verra tous des films différents qui auraient été faits pour nous. Et là, c'est une perte quand même de commun que je trouve peut-être dangereuse. Oui, justement, on parlait d'encadrement, de comment encadrer tout ça, comment le gérer, comment on va faire finalement, parce que ça va être difficile d'y mettre des lois. En tout cas, on a l'impression que ça va partir à volo en fait, et ça va nous échapper. C'est quand même, je trouve que c'est quand même étonnant. Juste un mot, mais je trouve ça quand même étonnant. Le réflexe français et européen, c'est toujours, mais pour n'importe quoi de nouveau, où est la régulation, où va-t-on, etc. C'est normal. Oui, alors on est quand même juste en train de louper le coche potentiellement de la prochaine révolution numérique, comme on l'a fait. Parce que je vous rappelle quand même, on a quand même déjà loupé la première, c'est-à-dire la révolution Internet. L'Europe a quand même loupé l'essentiel de cette révolution, pas parce qu'on a des startups maintenant qui sont très dynamiques avec un président agile, etc. Qu'on l'a pas loupé. Là, tous les mastodontes du web 2.0, comme on dit, sont à 90% non européens. Donc si on va faire la même chose dans l'IA, ça risque c'est un autre type de risque. Vous êtes un auteur, d'accord ? L'intelligence artificielle, donc vous vendez ça vos veut pas livres. dire que je trouve va vous voler votre façon d'écrire. Je vois les risques pour autant, mais je pense que en fait c'est tellement déjà. Pas dire ça. Ah non, mais bien sûr, mais c'est tellement. Qu'il faut réguler. Il faut réguler, d'accord, mais je pense qu'il faut aussi surtout déjà investir nous-mêmes dans les industries pour qu'on soit pas totalement dépendant, comme c'est le cas des Américains, des Chinois, comme on laisse sur la totalité du web 2.0. Parce que le 3.0 c'est encore autre chose. Justement, Tom, mais effectivement, il y a des risques. Bien sûr qu'il y a des risques. Comment sommes-nous, Raphaël Dohan, sur le marché de cette intelligence artificielle côté européen ? Effectivement, on n'est pas très avancé par rapport aux Américains en particulier, qui sont vraiment ceux qui ont fait d'abord naître ces technologies et ensuite qui l'ont déployé récemment avec notamment OpenAI. On est quand même bon par contre dans la recherche. On a des bons chercheurs, simplement ils vont travailler souvent pour des grandes entreprises américaines. C'est ça. Mais on a des très bons chercheurs, donc on n'a pas de problème de ressources humaines finalement. Mais malgré ça, malgré ce retard qu'on a pris en Europe, je ne suis pas forcément inquiet parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de OpenAI, ChatGPT, qui a un peu un modèle fermé et qui aujourd'hui est prédominant sur le marché. Mais ça ne va pas durer longtemps parce d'abord, il y a des concurrents, il y a tous les autres GAFAM qui veulent s'y mettre également. Et en plus, il y a aussi ce qu'on appelle l'open source, donc le fait qu'il y ait des logiciels et bientôt des IA qui vont être ouvertes de manière transparente parce qu'elles auront été faites de manière collaborative partout dans le monde, ou par des grands groupes comme Meta d'ailleurs qui s'est engagé dans la voie de l'open source. Et donc ça fait que n'importe qui pourra se saisir d'un modèle qui sera très très puissant et ensuite en faire ce qu'il veut. Donc ça veut dire qu'en Europe, peut-être qu'on rattrapera très vite en fait le retard qu'on prend aujourd'hui parce qu'on se saisira de ces modèles qui auraient été faits un peu internationalement finalement. Pour rattraper notre retard. Merci beaucoup. En tout cas, restez bien chez nous, Raphaël Dohan. Merci d'avoir été avec nous. Écrivain. C'était bien vous, Raphaël. On est d'accord. Oui, je n'ai pas fait un hologramme. Et auteur de Sirom n'avait pas chuté, à lire absolument. Vous restez avec nous, on a des réactions. Guillaume va réagir juste sur ce sujet dans un instant. À tout de suite.